Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Présenté par Belinda Bossouma à la une, cet appel pressant de l'armée congolaise aux militaires ayant fait allégeance à la rébellion AFC M23, il leur est demandé de quitter les rangs de l'ennemi et regagner les forces loyalistes. Appel lancé hier par le porte-parole des FARDC, et ceci intervient alors que l'AFC M23 vient de présenter des militaires FARDC ayant terminé une formation et intégré les rangs de la rébellion. Approvisionnement en eau potable à Kassindi-Lubiri au Nord Kivu. Le gouverneur de province s'implique. Il a lancé les travaux de construction de collecteurs des eaux de pluie dans cette commune rurale frontalière de l'Ouganda, motif de satisfaction pour la population locale. Et puis, la ville de Bunia connaît actuellement un véritable essor économique, mais derrière cette dynamique, quel rôle jouent les opérateurs privés et quelles sont les conditions pour transformer cet élan en développement durable? Pour en parler, nous recevons Pacifique Kieta, opérateur économique de la place. Mais d'abord, cette nouvelle, suspension au conservatoire du directeur général de la Régie des voies aériennes RVA, Léonard Ngoma Mbaki, pour une durée de 3 mois. La ministre du portefeuille l'a annoncé hier vendredi. L'arrêté ministériel y afférent a été lu sur les antennes de la RTNC. Cette décision intervient à la suite d'une coupure d'électricité survenue à l'aéroport international de Njili qui a retardé l'atterrissage de l'avion présidentiel. L'incident a mis en lumière des défaillances graves dans la gestion des infrastructures aéroportuaires. Selon les autorités, la ministre du portefeuille évoque une faute de gestion et annonce l'ouverture d'une enquête administrative pour établir les responsabilités et proposer des mesures correctives. Madame, Messieurs, bonjour. L'armée congolaise lance un appel pressant aux militaires ayant fait allégeance à la rébellion AFC M23 de quitter les rangs de l'ennemi et regagner les forces loyalistes. Ceci est contenu dans une déclaration solennelle lue hier par le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, s'adressant aux soldats portés disparus ou capturés à Goma et Bukavu. Le général Ekenge rappelle que leur statut de militaire de la République reste intact. Cet appel intervient alors que la rébellion AFC M23 a récemment présenté publiquement des militaires FARDC ayant terminé une formation et intégré ses rangs. On écoute à ce sujet le général Sylvain Ekenge dans cet extrait choisi par Blaise Makassinandes. N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions. Ils veulent se servir de vous comme leurs esclaves contre vos propres frères et sœurs, au détriment de vos intérêts et au détriment des intérêts de la République. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à protéger nos populations. Faites tout ce qui est possible pour retrouver les camps de la patrie, comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres parmi vous. À la moindre occasion, faites tout pour tourner les canons contre l'ennemi. Quittez ces rangs et rejoindre les FARDC. Vos places dans les rangs des FARDC restent intactes. Nous continuons à vous prendre en compte dans la base des données de l'armée. Vos rémunérations et vos primes des opérations sont toujours disponibles. Du côté de l'Ituri, les casques bleus de la MONUSCO poursuivent leur engagement pour la population, la protection des civils. Le 16 septembre 2025, des violents affrontements ont opposé les miliciens de la Codeco à ceux de Zaïre dans la localité de Panja. C'est environ 72 km de Bunia dans le territoire de Djougou. Les mêmes casques bleus sont rapidement intervenus pour sécuriser les populations prises entre les feux des deux groupes armés. Le major Ahmed Bouya, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO, apporte des précisions à ce sujet au micro de Martial Papi Moukeba. Le tout a commencé d'une alerte reçue par la MONUSCO en début de matinée de mardi 16 septembre. 5 minutes après, une patrouille de la MONUSCO quittait son camp pour sécuriser le tronçon routier Mazé, Koulé, Banja. Seulement, en traversant la localité de Koulé, les casques bleus bangladais ont été la cible des tirs ennemis. Ils ont riposté et réussi à disperser ces derniers. Un drone de la MONUSCO a été immédiatement déployé pour suivre les mouvements des miliciens. Les images aériennes
ont révélé environ 170 combattants de la Codeco en progression vers N'Djala et près de 200 membres de la milice rivale Zaïre regroupés près de Roho. Grâce à leur intervention rapide, les casques bleus ont protégé des milliers de vies et rétabli le calme dans le territoire de Djogo, démontrant un engagement indéfectible envers la population. De son côté, toujours dans le cadre de l'aide à la population, le réseau Caritas en RDC s'engage pour une localisation effective de l'aide, un partenariat et une coordination efficace en vue d'un meilleur service à la population vulnérable en dépit de la réduction des financements internationaux. C'est ce qui ressort de la déclaration finale des travaux de la table ronde de Caritas Congo Asbel avec ses partenaires, travaux clôturés hier à Kinshasa, réunis dans l'esprit de solidarité et de fraternité durant 3 jours autour des défis, enjeux et opportunités. Les participants ont résolu de renforcer la résilience des organisations Caritas et l'efficacité de leurs interventions dans les domaines de réponse aux catastrophes, du développement durable, de la santé et du plaidoyer en RDC. Écoutez à ce sujet le secrétaire exécutif de Caritas Congo, l'abbé Edouard Makimba, au micro de Jeff Ngoy. Durant 3 jours, nous avons travaillé autour d'un thème essentiel: localisation, partenariat et coordination des réponses pour une gouvernance renouvelée et une coopération fraternelle efficace au sein du réseau Caritas en RDC pour renforcer notre action collective. Nous avons réaffirmé ensemble que la localisation valorise le rôle central des acteurs de proximité et de communauté, que le partenariat doit se construire dans l'équité, la transparence et le respect mutuel. Entre-temps, le ministre des Droits humains alerte sur des cas de génocide en RDC. Samuel Mbemba a lancé un appel pressant à la communauté internationale concernant ces cas de génocide perpétrés depuis plus de 30 ans dans l'est de la RDC. Lors d'un point de presse tenu hier à Kinshasa, il a dénoncé une série de crimes graves, notamment des tueries, assassinats, viols, kidnappings et incendies des maisons qu'il attribue aux rébellions pro-rwandaises actives dans la région. Pour ce membre du gouvernement, ces actes constituent des violations massives des droits humains, doivent être qualifiés avec rigueur. Il estime qu'il est temps que la communauté internationale reconnaisse ces actes de génocide et prenne ses responsabilités pour en finir avec ce mal. Les propos de Samuel Mbemba, recueillis par Blaise Ndongala Mayanda. Le Rwanda et ses supplétifs AFC M23 poursuivent leurs actes odieux de massacres tels que ceux de Kishishe, Kibumba, Kichanga, Maboya, Kanyabayonga, Bwito, Minova et Goma. Considérant les preuves irréfutables, j'alerte le monde entier sur le fait que les atrocités commises à l'est de la République démocratique du Congo sont des actes de génocide qui doivent interpeller la conscience universelle. J'appelle l'opinion nationale à s'approprier le combat de la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. J'en appelle aussi à la communauté internationale face à l'évidence des rapports crédibles émanant de ses propres organes, donc les organes des Nations Unies, d'être solidaires avec les victimes du génocide en République démocratique du Congo. Le consortium des organisations non gouvernementales des droits de l'homme en RDC fait aussi entendre sa voix. Il alerte le gouvernement sur les risques et les conséquences du conflit foncier entre les chefferies de Wando dans le territoire de Dungu et de Logo-Ogambi, territoire de Faradje dans la province du Haut-Ouélé. Dans une déclaration devant la presse jeudi à Kinshasa, le coordonnateur de ce consortium a confirmé que la récente mission du gouvernement sur le terrain n'a pas contribué à restaurer un climat d'apaisement, mais au contraire, elle a amplifier des tensions et la méfiance entre les communautés. Dieudonné Mouchagaloussa rappelle que seule une approche légale, inclusive, participative et transparente permettra de résoudre ce conflit frontalier qui date de plus d'une décennie afin de préserver la fraternité historique entre les communautés sœurs de Sambia et Akwa. Ces propos sont recueillis par Jean-Désiré Kanyama. Ce conflit a atteint son paroxysme
lors des événements tragiques survenus les 4 et les 5 janvier 2025, au cours desquels plusieurs vies humaines ont été perdues. Les consortiums des ONG des droits de l'homme en RDC relèvent un certain nombre d'irrégularités majeures, dont les prélèvements des données géoréférentielles initialement effectués à la source Gouroude affluent des terrides sans tenir compte des repères légaux. Afin de garantir une solution durable, inclusive et respectueuse de la légalité, les consortiums des ONG des droits de l'homme en RDC recommandent l'organisation d'une nouvelle mission de délimitation conduite exclusivement par des experts neutres et qualifiés de l'Institut géographique du Congo, avec la participation obligatoire des représentants coutumiers. Point n'est besoin de rappeler la sensibilité et la susceptibilité de ce dossier quasi explosif au regard de la proximité physique de la province d'Ituri et le Sud-Soudan, où l'accès à la terre est source de tensions sociales, voire meurtrières. Parlons justice à présent. Au procès contre Joseph Kabila, la haute cour militaire a pris en délibéré hier vendredi l'affaire qui oppose le ministère public à l'ancien président de la République et sénateur à vie. À cette audience de réouverture des débats, tout a tourné autour de la négation de la nationalité du prévenu et les intérêts des parties civiles en ce qui concerne la réparation du préjudice causé à l'État congolais à la suite de la rébellion de la coalition AFC M23 avec le soutien du Rwanda dans l'est de la RDC. Les débats ont été déclarés définitivement clos. Reportage de Jeff Ngoy Mulunda. Attendu, les témoins des parties civiles ne comparaissent pas faute de leur sécurité selon le collectif des avocats. Ceux-ci allèguent que la dénégation de la nationalité de Joseph Kabila n'est pas leur invention. Ils font recours aux déclarations de certaines personnalités politiques du pays, en l'occurrence le défunt ministre de la Défense Ngoï Mukena, le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, le député national Willy Michiki et l'opposant politique Moïse Katumbi. Il cite également l'écrivain international Valentin Ngemi. D'après maître Jean-Marie Kabengela de la partie civile La République, il n'y a aucun doute que Kabila est un Rwandais et qu'il a gouverné le pays comme espion. D'où il plaide pour que la Cour requalifie l'infraction de trahison en espionnage. Les partis civils de La République, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu plaident également pour une indemnisation à hauteur de 33 milliards de dollars et la confiscation de tous les biens de l'accusé. Mais le ministère public réitère son réquisitoire. Il sollicite de la haute cour la condamnation de Joseph Kabila à la peine de mort. Le verdict de la cour est attendu dans 10 jours. Ici à Kinshasa, parlons de la démolition des maisons construites sur l'espace public le long de l'avenue Bypass dans la commune de Makala. L'opération est menée sous l'égide du ministère provincial de l'Environnement. Toutes les maisons d'habitation et de commerce construites le long de l'école armée du salut ont été détruites. Conséquence, plusieurs familles n'ont plus d'abri. Certaines salles de classe ont perdu des pans des murs. Les élèves sont momentanément délocalisés vers d'autres locaux. C'est un reportage de Gloria Lepea, J.R. Kabamba et Rachel Kalombe. Sur place, des meubles, des briques et autres matériels de construction jonchent les sols. Une aubaine pour les amateurs du recyclage. De nombreuses familles sont en larmes. Elles ont perdu leur abri ou leur gagne-pain pour d'autres. Selon les témoins, les occupants ont été avertis des semaines plus tôt pour les services de la ville. Mais certains sont restés ne sachant où aller. Les habitants saluent cette décision. Pour eux, les gens doivent avoir des limites sur les propriétés de l'État. Les biens publics doivent être respectés. L'État a le devoir de remettre l'ordre. On est dans une ville, il doit y avoir de l'ordre établi, sans tenir compte des tendances et colorations politiques. D'autres dénoncent une injustice dans cette démolition. Certains commerces des expatriés ont été épargnés. Ils réclament un traitement équitable pour tous. On nous avait donné des semaines pour évacuer. Certaines maisons commerciales sont restées, mais les nôtres ont été détruites. Mais il faudrait avoir de la justice. D'après des sources sur place, ces démolitions qui ont commencé depuis samedi dernier vont continuer pour dégager cet avenir. Actualité internationale. Inéligible au scrutin du 25 octobre prochain, l'ancien président ivoirien
Laurent Gbagbo annonce qu'il ne soutiendrait aucun des candidats retenus par le Conseil constitutionnel, dénonçant un processus privé de légitimité. Il appelle ses partisans à une résistance démocratique et pacifique. À quelques semaines de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans un climat politique tendu. Le Conseil constitutionnel a en effet invalidé plusieurs figures majeures de l'opposition, dont Gbagbo lui-même et l'ancien ministre Tidjane Thiam, ouvrant la voie à un scrutin largement dominé par le président sortant Alassane Ouattara. Ce dernier, au pouvoir depuis 2011, brigue un 4e mandat. L'invité. Bounia, chef de la province de l'Ituri, change de visage. Route asphaltée, hôtel moderne, station-service flambant neuve. Le chef-lieu de l'Ituri connaît un véritable essor économique. Mais derrière cette dynamique, quel rôle jouent les opérateurs privés et quelles sont les conditions pour transformer cet élan en développement durable? Pour en parler, nous recevons Pacifique Keta, opérateur économique de la place, qui observe et accompagne depuis plusieurs années l'évolution de la ville. Il s'entretient avec Jean-Claude Loki. Pacifique Keta, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Comment percevez-vous l'évolution économique récente de la ville de Bounia, que vous connaissez très bien? C'est en train d'évoluer parce qu'on sent que Bounia est en train de s'épanouir. Et Bounia, malgré tout ce qu'on connaît comme situation sécuritaire de temps en temps, mais on sentait quand même un peu que ça vit. Et puis il y a une grande expansion. On voit les infrastructures dans tous les sens. Ça augure d'une grande ville qui est en train de paysager pour dans quelques années. Quand vous arrivez en ville, et plutôt à Bounia, vous sentez que vous êtes dans une grande ville déjà. Vous sentiez quand même une évolution si on vous demande de faire une comparaison entre Bounia d'il y a 5-10 ans et Bounia actuelle? À l'époque, quand vous arrivez à Bounia, c'est la poussière un peu partout. Mais maintenant, c'est bien propre. Et même, vous voyez les personnes qui circulent, vous sentez que tout le monde est propre. Quel est, selon vous, le facteur principal de ce dynamisme? D'abord, il y a un fait, c'est l'infrastructure de base. Quand vous avez des routes asphaltées, et puis après, tu es obligé maintenant d'avoir une maison aussi qui répond un peu à ces normes. Et ça, c'est qui pousse, parce que quand vous allez remarquer que partout les goudrons passent, vous voyez directement les quartiers métamorphosés, le prix des maisons ou des parcelles, ça augmente. Et puis après, vous sentez qu'il y a un changement, vous sentez qu'il y a du beau maintenant qui peut arriver dans la ville. Alors ça veut dire que quand les autorités s'investissent un peu dans les infrastructures, donc essaient un peu d'améliorer un peu les infrastructures, ça joue sur l'économie. Et puis aussi, quand vous regardez, chacun fait un effort pour avoir une voiture, et ça joue aussi sur l'économie. Donc la consommation du carburant, ça joue aussi sur certains faits, parce que tout le monde aimerait bien rouler sur de bonnes routes avec sa moto ou bien sa voiture, et ça augmente un peu les nombres de véhicules, ça augmente la consommation du carburant, et ça joue sur l'économie, et ça permet à ce que les pétroliers construisent autant des stations. Ça devient un business un peu attrayant. Comme la sécurité dans la ville est en train d'être maîtrisée, à ce moment-là, ça permet aussi à ce que maintenant qu'on relève un peu l'économie, parce que j'ai toujours dit l'économie des l'Ituri d'abord est dans l'agriculture pêche et élevage. Et si on arrive à bien encadrer un peu ces secteurs, je crois que nous allons faire un boom comme certains pays, comme la Côte d'Ivoire par exemple, qui vit plus de l'agriculture que des mines. Vous êtes opérateur économique Pacifique Keta, présent dans plusieurs secteurs à la fois. Avez-vous noté une évolution du comportement des consommateurs ou de la clientèle par exemple dans les secteurs que vous maîtrisez par exemple? Nous devons beaucoup travailler aussi dans ça, parce que aujourd'hui nous consommons plus ce qui vient de l'extérieur. On refuse d'entreprendre. Donc on ne sait pas entrer dans le secteur qui devait nous porter, et nous sommes restés pratiquement au niveau des épiciers. Donc on ne sait pas avoir des unités de production, on ne sait pas avoir de domaine agricole, et tout ça est lié quelquefois à tout ce qui se passe un peu à l'intérieur. Je crois que les gens doivent prendre conscience que nous devons pas dire tout le monde doit s'investir pour la paix, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement nos autorités qui doivent nous apporter. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit surveiller tout le monde doit conseiller tout le monde, et à ce moment-là,
on doit démontrer un peu l'importance de la paix dans l'économie, dans le bien-être, parce que tant qu'on ne comprend pas, parce que si quelqu'un sait que bon, si je fais un peu les désordres ici, je peux gagner un peu plus, et il emballe un peu les gens dans cette aventure, mais à la fin, pratiquement, c'est une grande partie de la population qui en pâtit. Mais par contre, si on peut faire comprendre à la population, c'est que si nous produisons, si nous essayons d'être un peu plus efficaces, ça nous remettra un peu la force. Et à ce moment-là, on ne pourra pas être déstabilisé pour être à la merci de consommation ou de produits qui viennent de l'extérieur. Pacifique Keita, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Notre invité opérateur économique en Ituri, il répondait aux questions de Jean-Claude Lokidile. Par ici prend fin ce journal supervisé par Lievin Mwinga Vubu. Dieudonné Nyangasa la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.